Le manque de confiance est souvent le produit direct d'une mémoire mal employée. Votre cerveau n'est pas très différent d'une banque. Vous déposez tous les jours des pensées dans votre banque mentale. Ces pensées fructifient et se transforment en mémoire. Quand vous réfléchissez, quand vous avez affaire à un problème, c'est comme si vous disiez à votre mémoire cette banque, de quelles informations est-ce que je dispose à ce sujet. Votre mémoire tient les réponses en réserve et vous fournit les éléments d'information relatifs à la situation au sujet de laquelle avait fait en d'autres occasions des dépôts. Ainsi, votre mémoire vous fournit des matériaux pour en faire de nouvelles pensées. Le caissier de votre mémoire est absolument digne de confiance. Il ne vous trompe jamais. Si vous allez lui demander « Monsieur le caissier, je voudrais retirer des pensées que j'ai déposées par le passé et qui prouvent que je suis inférieur à presque tout le monde », il vous répondra « Certainement, rappelez-vous comme vous avez échoué par 2 fois dans la même situation. Rappelez-vous ce professeur qui vous a dit en 6e que vous étiez incapable de réussir quoi que ce soit. Rappelez-vous les paroles de collègues dans votre dos. Rappelez-vous. » Et le caissier continue comme ça à puiser dans votre cerveau des pensées qui prouvent que vous êtes un incapable. Imaginez par contre que vous vous adressiez ainsi au caissier de votre mémoire. « Monsieur le caissier, je suis dans une situation difficile. Pouvez-vous me fournir des pensées qui vont me redonner courage ?»« Certainement, monsieur, vous dira encore le caissier, mais cette fois, il vous fournira des pensées précédemment déposées qui indiquent que vous pouvez réussir. Rappelez-vous l'excellent travail que vous avez fait dans une situation identique. Rappelez-vous comment monsieur Untel vous faisait confiance. Rappelez-vous ce que vos amis ont dit de vous. Rappelez-vous. » Le caissier, parfaitement serviable, vous laisse retirer toutes les pensées que vous voulez. Après tout, c'est bel et bien votre banque. Voici des mesures à prendre pour renforcer votre confiance en vous grâce à un contrôle efficace de votre banque de mémoire. 1. Ne déposez que des pensées positives dans votre mémoire. Voyons les choses bien en face. Nous devons tous faire face à nombre de situations déplaisantes, embarrassantes et décourageantes. Mais les gens qui réussissent et ceux qui échouent y font face de manière diamétralement opposée. Ceux qui échouent, ça s'y laisse empêtrer. Ils se plaisent dans les situations désagréables et leur permettent ainsi de faire leur chemin dans leur mémoire. Ils n'en écartent pas leurs pensées. Le soir, leur dernière pensée va à ces situations. Les gens qui réussissent, qui ont confiance en eux, n'y repensent plus. Ils ne s'occupent que de déposer des pensées positives dans leur système enregistreur, c'est-à-dire leur banque de mémoire. Comment marcherait votre voiture si tous les matins, avant d'aller au travail, vous déposiez 2 poignées de boue dans le carter principal ? Votre moteur serait bientôt dans un triste état et ne rendrait plus les services que vous en attendez. Les pensées négatives, déplaisantes, affectent votre esprit de la même façon. Ces pensées créent, sans nécessité aucune, des frictions dans votre moteur mental. Elles créent l'inquiétude, la frustration, des sentiments d'infériorité. Elles vous arrêtent sur le bord de la route, tandis que les autres poursuivent leur chemin. Agissez de cette façon quand vous êtes en tête-à-tête avec vos pensées, à table ou au volant de votre voiture. Remémorez-vous de bonnes pensées dans votre banque de souvenirs. Cela vous redonnera confiance. Vous vous sentirez bien dans votre peau, physiquement comme moralement. Mettez en application cela. Excellent projet. Déposez, juste avant de vous endormir, des pensées réconfortantes dans votre bloc mémoire. Passez en revue tout ce qui va bien dans votre existence. Rappelez-vous tous les bienfaits pour lesquels vous devriez rendre grâce. Votre femme ou votre mari, vos enfants, vos amis, votre santé. Rappelez-vous vos petites victoires, vos réalisations. Passez en revue vos raisons d'éprouver la joie de vivre. 2. Ne retirez que des pensées positives de votre bloc de mémoire. Je collaborais très activement, il y a quelques années, avec un bureau de psychologues conseil. Ils traitaient à moi de nombreux types de problèmes, surtout des problèmes de couple et d'adaptation psychologique. Un jour où je parlais avec le directeur de sa profession et des techniques de traitement des personnes aux prises avec de graves problèmes d'adaptation, il m'a fait cette remarque. Vous savez, les gens n'auraient pas besoin de mes services s'ils faisaient juste une chose. Laquelle ? Lui ai-je demandé, curieux de sa réponse. Tout simplement ceci. Détruire les pensées négatives avant qu'elles ne deviennent des monstruosités psychiques. La plupart des gens disent « j'essaie d'aider », mais entretiennent leur propre musée des horreurs. Ne vous fabriquez pas de monstres mentaux.
refusez de retirer des pensées négatives de votre banque de souvenirs. Chaque fois que vous vous rappelez une situation passée, voyez son côté positif. Oubliez le reste, tirez une croix dessus. Si vous vous surprenez à faire de la délectation morose, arrêtez immédiatement. Voici maintenant un fait très significatif et très encourageant. Votre esprit veut oublier les mauvais souvenirs. Il vous suffit de collaborer et ces souvenirs s'effaceront graduellement. Le caissier de votre mémoire les annulera. Un psychologue de la publicité bien connu, le docteur Melvin S. Atwick, parle en ces termes de notre aptitude au souvenir. Quand on stimule une émotion agréable, le message a plus de chances de revenir à la mémoire. Quand l'émotion stimulée est déplaisante, le lecteur ou l'auditeur tend à oublier le message. Les émotions déplaisantes vont à l'encontre de notre désir. Nous voulons les oublier. En bref, il est aisé d'oublier ce qui est déplaisant, si nous refusons de nous le rappeler. Ne retirez que des pensées positives de votre banque de souvenirs. Laissez les autres s'évanouir. Votre confiance en vous, ce sentiment de plénitude en aura décuplé. Le refus de se laisser aller à les pensées négatives, déprimantes, est un grand pas vers la victoire sur vos peurs. Pourquoi tant de gens ont-ils peur des autres? Se sentent-ils mal à l'aise en leur compagnie? Qu'y a-t-il derrière la timidité? Que peut-on y faire? La peur des autres est un problème grave, mais il existe un moyen d'en venir à bout, apprendre à les voir dans leur juste perspective. Un homme d'affaires de mes amis, qui réussissait exceptionnellement bien dans la fabrication d'articles de nouveautés en bois, m'a expliqué comment il avait pu capter les autres dans leur juste perspective. Son exemple est intéressant. Avant d'entrer dans l'armée au cours de la Seconde Guerre mondiale, j'avais pratiquement peur de tout le monde. Tu ne peux pas imaginer comme j'étais timide, replié sur moi-même. Je croyais que tout le monde était plus intelligent que moi. Je m'inquiétais de mes insuffisances physiques et intellectuelles. Je pensais que j'étais un perdant né. C'est dans l'armée que, par un heureux coup du sort, je me suis libéré de ma peur des gens. À la fin de 1942 et en 1943, à l'époque où l'armée enrôlait à tour de bras, j'étais, il y a plusieurs années, comme je corrigeais des copies d'examen, je suis tombé sur une copie qui m'a manifesté en classe et lors des tests précédents des capacités bien supérieures à ce que montrait sa copie. Je m'attendais en fait à ce que cet étudiant termine avec la meilleure note. C'était tout le contraire. Cet examen le plaçait au dernier rang. Comme toujours en pareil cas, j'ai demandé à ma secrétaire de lui téléphoner pour le mander d'urgence à mon bureau. Il est arrivé peu de temps après. Il avait l'air complètement défait. Je lui ai dit de s'asseoir, de se mettre à son aise, et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Je m'attendais à un bien meilleur examen de votre part. » Paul s'est agité sur sa chaise, a regardé la pointe de ses chaussures et m'a répondu « Monsieur, quand j'ai compris que vous aviez vu que je trichais, j'ai perdu tous mes moyens. Je n'arrivais plus à me concentrer. C'est la première fois, je vous jure, que je triche. Je voulais absolument avoir un A, alors j'avais caché les réponses. » Il était dans tous ses états, il n'arrivait plus à s'arrêter de parler. Je suppose que vous allez demander mon renvoi. C'est la règle à l'université. Tout étudiant surpris à tricher est définitivement renvoyé. Et il a poursuivi sur la honte que cela représenterait pour sa famille, le désastre pour son avenir, enfin, toutes les conséquences possibles. Je lui ai dit finalement, « Calmez-vous, voyons, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas vu que vous trichiez. Je n'avais pas la moindre idée que vous aviez triché jusqu'au moment où vous êtes arrivé et me l'avez dit. Je regrette que vous ayez fait cela, Paul. » Et j'ai ajouté, « Qu'attendez-vous de votre passage à l'université, Paul ?» Il était maintenant un peu plus calme et, après un court temps d'arrêt, il m'a répondu « Eh bien, monsieur, mon objectif principal est d'apprendre la vie, mais je crois que je suis en train de le manquer lamentablement. On apprend de toutes sortes de façons, » lui ai-je répondu. J'estime que vous pouvez tirer profit de cette expérience. Quand vous avez consulté les réponses, votre conscience s'est mise à vous tourmenter. Vous vous êtes senti coupable et cette culpabilité a ébranlé votre confiance en vous. Comme vous l'avez bien dit, vous avez perdu tous vos moyens. On aborde le plus souvent la question du bien et du mal d'un point de vue moral ou religieux. Comprenez-moi bien, Paul. Je ne suis pas ici pour vous faire un sermon sur le bien et le mal. Voyons les choses sous l'angle pratique. Quand on agit contrairement à sa conscience, on éprouve de la culpabilité
et cette culpabilité paralyse notre pensée. On est incapable de penser parce qu'on se demande « est-ce que je vais me faire prendre ?» Vous vouliez si désespérément un A que vous avez mal agi et vous le saviez. Bien des occasions se présenteront au cours de votre existence où vous voudrez si désespérément obtenir un A que vous serez tenté d'agir contre votre conscience. Vous voudrez, par exemple, réussir une vente. Vous serez tenté de tromper délibérément le client. Ça marchera peut-être, mais voilà ce qui arrivera. Vous serez gagné par un sentiment de culpabilité et, la prochaine fois que vous verrez votre client, vous vous sentirez mal à l'aise. Vous vous demanderez « a-t-il découvert le tour que je lui ai joué ?» Vous deviendrez inefficace parce que vous n'arriverez pas à vous concentrer. Vous courez de gros risques de rater les ventes suivantes. À longue échéance, en réussissant une vente par des méthodes contraires à votre conscience, vous perdrez beaucoup d'argent. J'ai continué en faisant valoir à Paul qu'un homme d'affaires, un professionnel, peut perdre tous ses moyens quand, ayant une liaison avec une autre femme, il est saisi par la peur que sa femme légitime l'apprenne. La question « va-t-elle découvrir la vérité ?» ronge son assurance tant et si bien qu'il n'arrive plus à s'acquitter de ses obligations au travail comme au foyer. J'ai rappelé à Paul que bien des criminels se font prendre, non parce qu'ils ont laissé des indices, mais parce qu'ils agissent en coupables. Leur sentiment de culpabilité les place sur la liste des suspects. Nous avons, chacun d'entre nous, le désir de penser, d'agir et de vivre moralement. Lorsque nous agissons à l'encontre de ce désir, c'est comme si un cancer rongeait notre conscience. Ce cancer croît aux dépens de notre confiance. Évitez toute action qui vous oblige à vous demander « vais-je me faire prendre ? Vont-ils découvrir la vérité ? Vais-je m'en tirer ? » en vous-même. N'essayez pas d'obtenir un A au prix de votre confiance. Je suis heureux de mentionner que Paula comprit la leçon. Il a appris la valeur pratique d'un comportement conforme à la morale. Je lui ai alors proposé de refaire l'examen. À sa question « et mon renvoi ?» j'ai répondu « je connais le règlement, mais vous savez, s'il fallait renvoyer tous ceux qui ont triché dans leur existence, la moitié des professeurs perdraient leur emploi. Et si nous devions renvoyer tous les étudiants qui ont pensé à tricher à une occasion ou à une autre, l'université devrait fermer ses portes. Je fermerai donc les yeux sur cet incident, mais à une condition. J'ai pris sur une tablette 50 years with the golden rule, 50 années avec la règle d'or. Et je lui ai dit, Paul, lisez ce livre et rendez-le-moi. Vous allez voir comment James Cash Penney, selon ses propres termes, a bâti une immense fortune en agissant selon la morale. Agir conformément à la morale rend notre conscience heureuse et renforce notre conscience. Agir sciemment contre la morale produit deux effets négatifs. Tout d'abord, nous nous sentons coupables et cette culpabilité sape notre confiance. Ensuite, les autres découvrent tôt ou tard la vérité et perdent confiance en nous. Agissez conformément au bien et conservez votre confiance en vous-même. Votre pensée est gage de réussite. Voici un principe de psychologie qui mérite d'être lu et relu. Il faut vous en pénétrer. Pour mettre de l'assurance dans vos pensées, mettez-en dans vos actions. Le docteur George Washington Crane, 1901 à 1995, célèbre psychologue et chroniqueur conservateur de journaux sur la vie de couple, a écrit dans son ouvrage « La psychologie appliquée » « N'oubliez pas que les impulsions, les élans, annoncent les émotions. Vous ne pouvez contrôler directement ces dernières, si ce n'est par de votre choix de directement choisir ces dernières, si c'est par votre choix de mouvement ou d'action. Pour éviter ces drames TR communs, difficultés conjugales et malentendus, devenez conscient des vrais faits psychologiques. Adoptez jour après jour les gestes convenables et vous ne tarderez pas à éprouver les émotions correspondantes. On ne peut se vouer à l'autre très longtemps sans se sentir dévoué et amoureux de cette personne. Les psychologues nous disent qu'on peut changer d'attitude en modifiant ses actes physiques. On éprouve, par exemple, le goût de sourire quand on s'applique à sourire. On se sent plus sûr de soi quand on marche la tête droite que le dos voûté. À l'opposé, renfrognez-vous et voyez comme vous aurez envie de vous renfrogner. Il n'est pas difficile de prouver que des impulsions déterminées peuvent modifier les émotions. Les gens qui se sentent timides
lorsqu'ils doivent se présenter, peuvent retrouver leur assurance en adoptant simultanément de simples comportements chaleureux.